Sergueï, je te salue. Bonjour les amis. Bonjour à tous. Nous avons un invité très intéressant. Je connais Sergueï depuis très longtemps et il a gentiment accepté, avec beaucoup de générosité, de nous parler de ce qu'il fait. Ce sont vraiment des choses fantastiques pour la Russie. Mais commençons dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois du produit et de sa promotion. Bref, Sergueï, présente-toi s'il te plaît en quelques mots. Qui es-tu? Quel est ton statut, ton poste? Oui, bonjour à tous. Eh bien, je m'appelle Sergueï, je viens de la ville de Toula. Je possède plusieurs entreprises dont je suis le propriétaire direct. Aujourd'hui, nous allons parler du dirigeable, des dirigeables. C'est pourquoi, en ce moment, j'occupe le poste de directeur général, propriétaire de l'entreprise qui crée, développe, produit et exploitera des dirigeables de nouvelle génération. Et avant cela, tu avais déjà d'autres projets innovants, notamment et même y compris dans d'autres pays. Pourquoi as-tu choisi précisément les dirigeables? Qu'est-ce qui, selon toi, t'a attiré? Pourquoi justement, pourquoi pas une plongée dans la fosse des Mariannes ou dans l'espace? Pourquoi les dirigeables? Alors, dans le cadre de mes autres entreprises, j'ai un fonds qui finance des développements technologiques. Je cherchais constamment de nouveaux produits, c'est-à-dire de nouvelles technologies. À un moment donné, j'ai appris qu'en Union soviétique, il existait une immense école d'ingénierie où naissaient des talents incroyables. L'Union n'existe plus, le système a disparu, mais les personnes avec leur technologie et leur développement sont restées, mais elles se sont retrouvées sans accès à la commercialisation de ces technologies. Autrement dit, des professionnels expérimentés avec, disons, un moteur perpétuel entre les mains, n'est-ce pas? Mais ils ne peuvent pas l'introduire dans le monde. C'est pourquoi j'ai toujours cherché de telles personnes. Et ce projet, je l'ai trouvé il y a environ 4 ans. Tout cela se passe grâce à la rencontre avec l'une des personnes clés. C'était Kirilline, c'est l'homme, le concepteur en chef des dirigeables en Russie, qui m'a véritablement plongé dans cet univers, c'est-à-dire dans le cadre de la recherche de nouveaux projets à financer pour créer une entreprise, pour la commercialisation. Des centaines et des centaines de projets différents sont passés par nous. Nous investissions un peu dans chacun, nous observions ce qui se passait et parfois on tombait sur des perles rares. À mon sens, les dirigeables, c'est vraiment génial. Appelons les choses par leur nom. C'est tellement inspirant, c'est tellement... Enfin, j'en ai tout simplement eu envie. J'ai ressenti cet état d'esprit. Les machines sont incroyablement cool, mais il n'y a pas d'industrie. Pour une raison quelconque, personne ne s'en occupe. Il en existe quelques exemplaires uniques en Amérique, en Europe, en Russie. Il y avait une industrie de la construction de dirigeables. Ils étaient fabriqués. Donc cela existait. Les gens les ont tout simplement oubliés, ils ont arrêté. Et j'y ai simplement vu une opportunité. C'est-à-dire que j'ai compris que la quantité de nos ressources, de nos compétences était suffisante. J'ai regardé, j'ai évalué la préparation de l'équipe de spécialistes, la possibilité pour nous de prendre en charge ce projet, de le créer et de réaliser quelque chose de grand, comme tout le monde l'aime. Si tu travailles sur les dirigeables depuis 4 ans, Pendant 4 ans, j'ai étudié le sujet, je m'y suis plongé, c'est-à-dire que je ne savais absolument rien sur les dirigeables. J'ai fait la connaissance du concepteur en chef qui m'a inspiré. Je suis allé à Friedrichshafen en Allemagne pour un vol touristique. J'ai volé en dirigeable, des sensations incroyables. C'est là que j'ai remarqué que la société Zeppelin, bien connue de tous, y était présente. Ils n'ont que 3 dirigeables en tout. 2 d'entre eux font des excursions, ils circulent. Les vols durent donc de 30 minutes à 1 heure et demie. Le prix, il me semble, va de 400 à 900 euros. Et j'ai acheté les billets 6 mois à l'avance pour pouvoir voler. Voilà. Ensuite, j'ai essayé pendant 6 mois d'acheter un autre billet. Je me disais que quelqu'un finirait bien par se désister. Aucun billet ne s'est libéré. Cette entreprise, avec ses 2 appareils de 14 places, gagne 150 millions de dollars par an. juste avec deux, tu vois. Avec 2 appareils, le troisième sert de réserve au cas où, voilà. Donc j'ai compris qu'il y avait là un gros potentiel financier et j'ai étudié la question. Il m'a donc fallu de nombreuses années pour croire à tout cela. Bien sûr, cela impressionne un peu par l'ampleur. Nous nous sommes donc engagés à relancer le secteur, à créer une industrie, à reconstruire la construction de dirigeables en Russie avec des approches modernes et ainsi de suite. Et
Le fait que ce soit possible, cette conviction s'est formée en moi il y a 3 ou 4 ans, c'est-à-dire que c'est devenu une certitude intérieure. Cet été-là, en août, j'ai annoncé publiquement à tout le monde, tu te souviens que j'ai créé une entreprise, nous attirons des spécialistes, nous attirons des investisseurs, et donc c'est ainsi que nous avons lancé le projet. D'accord. Donc, tu es en contact avec la communauté scientifique. D'après mon expérience, ce sont des personnes très intéressantes et assez particulières. Comment arrives-tu à trouver un langage commun avec eux? Dans quelle langue parles-tu? Tu essaies de convaincre, de susciter l'intérêt, car ce sont des gens qui aiment les défis. Ici, il s'agit de restaurer une industrie. Ils communiquent. Trouver langage commun, scientifiques inventeurs. Comme dans toute situation où la langue t'est étrangère, il faut un traducteur, il faut des traducteurs. C'est-à-dire que généralement, j'ai de telles personnes dans mon équipe, en particulier Fedor, que vous connaissez probablement tous. C'est tout simplement un ingénieur qui est proche de notre entreprise, de nos finances, du marketing moderne, etc. Et en même temps, il est ingénieur de formation et de profession. Il a construit des fusées et ainsi de suite. Et il comprend les aspirations, les tendances, encore une fois, le message, car les gens viennent. Une grande idée donne de l'énergie, attire ces slogans retentissants. Nous avons organisé une conférence, dit « Nous n'avons rien, ne savons rien faire, mais nous allons nous y mettre, nous allons construire ». Et cela a été entendu, ils sont venus. Ensuite, pour ainsi dire, on a appris à se connaître, à s'apprivoiser, que nous allions vraiment faire quelque chose et pas seulement lancer de grandes déclarations, c'est tout. Un nom de famille, tu sais? Oui. Et puis, eux aussi veulent réaliser leurs idées. C'est-à-dire pour que cela voie le jour, pour qu'ils puissent en tirer profit, pour que tu as vu la voiture, la mienne, tu comprends? Ça aussi. Voilà. Et donc, nous, petit à petit, on s'accorde. Mais il y a des questions, oui. Le fait est que nous venons d'époques différentes, de mondes complètement différents, avec des objectifs différents, tout ça. Et, en 10 ans, j'ai appris à m'adapter, oui. Classe, super. Alors, parlons de Sergey Brin. On sait qu'il est le créateur de Google et du projet des dirigeables LTI. Et toi, tu es la figure principale du projet Aeranova. C'est bien comme ça que s'appelle le projet? Oui. Alors, qui t'inspire dans la construction des dirigeables de nouvelle génération? Est-ce que ce sont des gens d'ici, des inventeurs, des entrepreneurs sur qui tu prends exemple? Regarde, en ce qui concerne les personnalités, comme le secteur est en déclin, il n'y a probablement pas vraiment de figure marquante. Ce qui m'inspire, c'est plutôt la direction elle-même, la technologie en tant que telle, le potentiel, ce sentiment de FOMO, le fait que le 5e océan n'est utilisé par personne. Oui, il y a les avions, ces machines sont d'une autre catégorie, non concurrente, plus lente, etc. C'est-à-dire, mais elles y sont moins chères. En fait, c'est la grandeur même du concept de l'aérostation qui me fascine et la possibilité d'y prendre part, justement. Tu vois, on pourrait construire un Boeing, j'exagère un peu. On peut créer une entreprise moderne, innovante, technologique, qui répond très concrètement à des besoins pour lesquels la demande est énorme. Sur quoi portez-vous le plus votre attention en ce moment? Est-ce que ce sont plutôt des outils marketing pour attirer des soutiens, ou bien l'aspect technologique, ou tout avance-t-il en parallèle? Oui, c'est comme demander quelle jambe est la plus importante, la droite ou la gauche. Nous avons 2 éléments indissociables. Il s'agit bien sûr du financement. C'est pour cela que nous devons organiser un marketing sérieux, vaste, populaire. Et le second, c'est d'être attrayant, de susciter la sympathie des acteurs sur le plan technologique. C'est-à-dire, en gros, des spécialistes que nous recrutons, les mêmes ingénieurs, concepteurs, ceux qui travaillent sur les systèmes de gestion, parce qu'ils viennent vers nous, et il n'y en a pas tant que ça dans le pays. Des dirigeables, combien y en a-t-il? D'où viennent-ils, en fait? Voilà. Donc, il y a l'orientation des investissements, le marketing, l'orientation technologique et l'orientation partenariale. Nous devons être perçus comme un partenaire fiable à qui l'on peut confier la logistique de ces marchandises, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelqu'un avec qui on peut travailler, car il y a déjà de très gros acteurs sur ce marché. Ce sont en gros de grandes entreprises, etc. Voilà pourquoi il y a 3 axes dans lesquels nous menons nos activités. D'accord, très bien. On sait par exemple que Sergey Brin a investi 250 millions de dollars dans la construction de dirigeables. Oui.
Voilà. Et le marché lui-même est estimé à 50 milliards de dollars. Avez-vous un chiffre en tête? Ou plutôt, je vais poser la question autrement. De combien de fonds a-t-on besoin pour que le premier dirigeable vole en Russie? Créé à partir de zéro, donc? Je veux dire, tu fais sans doute référence au fait que nous avons déjà lancé le premier. Oui, il vole déjà, mais il est sans pilote. Tu parles probablement de dirigeables pilotés avec des passagers. C'est un peu plus compliqué. Pour voyager sans payer un visa de 400 euros. Regarde, justement, encore une fois, il y a différentes étapes ici. Faire simplement décoller une machine avec une charge suffisante, c'est une chose. Certifier cette machine et pouvoir la vendre pour qu'elle transporte du fret et des passagers, c'est une autre histoire. Fabriquer une machine en série, obtenir un certificat de type pour celle-ci et la vendre à un client commercial ou fournir des services de transport avec, c'est encore une quatrième histoire. Là, on est déjà beaucoup plus loin, c'est-à-dire que la machine elle-même, la version passager que nous pourrons déjà exploiter, nous la ferons probablement dès le printemps prochain. Autrement dit, nous la ferons cette année. Il nous faut juste de bonnes conditions météorologiques. C'est une chose, mais la certification, c'est plus compliqué. Donc la question est la suivante. Nous pensons que, comme je l'ai dit, nous ferons voler une machine adaptée au transport de passagers déjà l'année prochaine. Mais pour la certifier et la mettre sur le marché, cela prendra au moins 3 ans. Donc vous avez assez de moyens pour cela ou c'est en cours? Oui. Nous lançons actuellement, pour ainsi dire, le premier tour que nous avons annoncé. Il s'agit de 100 millions de dollars. Nous nous sommes donné un délai de 3 à 5 ans, mais cela servira précisément à créer le noyau de la technologie comme une base initiale. C'est-à-dire qu'il y aura des lignes de production avec la possibilité de produire en série et 4 types différents de machines sont lancés. Il s'agit d'une plateforme de taille variée avec des capacités de charge différentes pouvant parcourir diverses distances. Donc il y a une multitude de combinaisons. Principalement, les dirigeables se distinguent justement par leur taille. C'est-à-dire, pour donner une idée, 2000 mètres cubes, 8000 mètres cubes, 35 000 mètres cubes, il y en a des souples, des semi-rigides et des rigides. Donc nous avons choisi 4 modèles. Il est possible que nous élargissions cette gamme maintenant, que nous allons réaliser. Notre objectif est de montrer que nous pouvons créer la technologie, que vous pouvez venir et chaque projet peut être réalisé sur mesure. Certains clients ont besoin d'une charge utile particulière, transportée là où il n'y a pas de route, n'est-ce pas? Autrement dit, il faut simplement tracer une autoroute dans le ciel, comme une caravane qui circulerait. Il leur faudra aussi une base solide. Là, les volumes sont en fait pratiquement illimités. C'est-à-dire qu'il faut vraiment construire tout cela comme des aérodromes. Où stocker, où réparer, où exactement? Quand? D'accord, très bien. Vous ne travaillez qu'avec des investissements russes? Si des Chinois viennent et achètent tout, ce serait normal ou pas? Nous travaillons avec des investissements du monde entier, c'est-à-dire que notre structure financière collecte des investissements de la part d'investisseurs collectifs, de particuliers, pour que ce soit clair. Le ticket moyen est d'environ 2000 dollars. Les gens peuvent aussi verser, disons, 10% en plusieurs fois, environ 100 dollars à la fois. D'ailleurs, je vais justement sortir les statistiques maintenant. Tu as posé la question, alors j'ai rassemblé les données. Regarde, si on regarde précisément d'où viennent nos investissements par pays? Oui. Alors, regarde. En première position, nous avons la Russie avec 2000 investisseurs. Ensuite, en deuxième position, c'est l'Inde avec 777 investisseurs. Puis le Togo à la troisième place avec 500 investisseurs. Ensuite, la Côte d'Ivoire, 500 investisseurs. Et le Vietnam, 500 investisseurs. Bénin, 470. Burkina Faso, 310. Afrique du Sud, 250. Mozambique, 227. Sénégal. Donc, en Afrique, nous avons, donc la particularité du crowdfunding, c'est que en fait, c'est comme une boutique en ligne où tu peux acheter une part dans une grande start-up en 2 clics depuis ton téléphone. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à notre réseau mondial de partenaires, nous avons un site web traduit en environ 30 langues et une trentaine de représentations nationales. Autrement dit, dans une trentaine de pays différents, nous avons des agents qui font des présentations, parlent de notre projet et les gens, via Internet, via la plateforme de crowdfunding, deviennent copropriétaires de cette entreprise. Puissant, vraiment puissant.
Donc le marché est estimé à 50 milliards de dollars et au cours des 20 prochaines années, il va croître avec un rendement financier multiplié par 100. Existe-t-il d'autres marchés similaires avec un tel potentiel? Est-ce que c'est normal une telle croissance ou est-ce que ça peut être encore plus? Eh bien, dans le monde moderne, franchement, tout cela est probablement devenu normal. Et d'après ce que je sais, quand il y a un potentiel de x10, xf100, c'est généralement au tout début de certaines solutions technologiques. Si l'on regarde dans l'histoire, qu'est-ce qu'on avait avant? L'apparition d'Internet, l'émergence des réseaux sociaux ou de toute nouvelle entité d'infrastructure. Voilà. Mais il est évident qu'aujourd'hui, le marché à 100% de ce type, c'est celui de l'intelligence artificielle. En ce moment, on vit une étape phénoménale dans le développement humain où, sur ce marché, tout le monde est à égalité, tout le monde commence. C'est-à-dire que, par son impact, l'intelligence artificielle est comparable à l'apparition de l'électricité. Elle va littéralement créer des mondes, elle va engendrer ceux qui produisent l'électricité, ceux qui la transmettent et ceux qui l'utilisent pour se chauffer. Elle va créer ceux qui fabriquent les équipements fonctionnant à l'électricité, elle va créer un marché pour ceux qui exploitent ces équipements, qui accomplissent un certain travail grâce à eux. Donc, je pense que, en fait, le sujet numéro un, L'électricité a progressé. oui, c'est le sujet numéro un au monde avec un potentiel de 1000. Honnêtement, je ne sais pas. Donc c'est ce que vous avez en tête. Oui, mais chez nous, c'est plus terre à terre, plus concret, parce que le prix d'entrée dans ces jeux-là, eh bien, pour moi, ce n'est même pas encore tangible. Nous l'utilisons, mais en quelque sorte, je ne suis pas prêt. Même si de formation je suis mathématicien, informaticien, je ne comprends pas comment ça fonctionne, je ne pense pas pouvoir avoir une influence, et ce qui m'intéresse davantage, ce sont des choses matérielles, des choses concrètes, compréhensibles, une machine qui vole. Personne ne la lance, je le ferai. Dans votre équipe, il y a un spécialiste en systèmes automatisés et intelligence artificielle. C'est une sorte d'hommage à l'époque. Une tendance, vous la suivez ou bien l'intelligence artificielle a-t-elle vraiment trouvé sa place dans la construction de dirigeables? C'est pourtant une technologie assez claire. D'où vous vient l'intelligence artificielle? Oui, tu as raison. Il n'y a pas de sens à vouloir mettre l'intelligence artificielle partout, mais on peut quand même l'utiliser chez nous. Encore une fois, il faut comprendre que le dirigeable, c'est comme une voiture. Il y a un ordinateur de bord, n'est-ce pas? Et il vaut mieux y intégrer, pour plus de fiabilité, des algorithmes dont tu connais toi-même le fonctionnement, etc., etc. Tu sais ce qui se passe si tu appuies sur ce bouton, tires sur ce volant, etc. En même temps, le dirigeable peut remplir différentes fonctions, par exemple, transporter un équipement qui effectue la prise de vue du terrain, puis il faut analyser ces images. Il faut par exemple détecter, autrement dit, pour piloter le dirigeable, l'intelligence artificielle n'est pas vraiment nécessaire, car elle pourrait tirer ses propres conclusions et finir par aller n'importe où. Mais plus tard, peut-être, quand nous aurons collecté assez de données, tout en viendra au point où, simplement sur une tablette, comme dans Yandex Navigator, tu entres, par exemple, viens me chercher à la grande académique, et il construit l'itinéraire, il décolle. D'ailleurs, c'est sur ce principe que fonctionnent ces aérotaxis déployés en Chine, sauf qu'ils utilisent un système de drone, c'est-à-dire qu'ils sont bruyants, ils volent pendant 20 minutes, alors qu'un dirigeable, lui, peut voler pendant des heures. Ça va devenir plus simple, il n'y a même pas besoin d'intelligence artificielle. C'est une mission de vol différente, un système automatisé, mais ce qui compte, c'est la charge utile qu'il transportera. À quoi ça ressemblera? Je ne sais pas. Nous avons des gens qui nous posent des questions par ex sur les relais, observation, communication, etc. Pour leur fonctionnement, c'est le client spécifique qui, en proposant sa charge utile, dit « je veux cela pour telle application ». Par charge utile, c'est le dirigeable. La charge utile, c'est ce que le dirigeable, en fait, est une plateforme qui peut transporter tout ce qu'on veut. Et tu peux dire « s'il vous plaît, faites-moi une cabine de luxe ». Un autre dira « moi, faites que je puisse accrocher un conteneur ». Un troisième « moi, je veux m'asseoir là-bas pour pêcher ». La charge utile, c'est ça, la charge utile. Génial. Alors, petite minute conspirationniste. À un certain moment, la construction de dirigeables a soudainement interrompu son histoire. J'ai lu différents articles et analyses à ce sujet, comme si ce secteur avait été délibérément étouffé par les avionneurs. C'est vraiment l'impression très nette que j'ai eue. Un jour, je me promenais aussi au cimetière de Novodievichi. Il y a une histoire sur une tombe là-bas où il est dit qu'un dirigeable volait et qu'il a subi un accident incroyable. Donc je me dis, ça ne peut certainement pas être arrivé tout seul.
Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que quelqu'un a volontairement mis ce secteur en sommeil ou est-ce arrivé ainsi? C'était ma principale objection. J'ai étudié le sujet sans m'occuper des dirigeables, pensant que tout le monde sait que c'est de la merde. Genre, putain, ça a brûlé, des gens sont morts, et ainsi de suite. Moi, je ne pensais pas que c'était juste de la merde. Je me demandais pourquoi ils ont arrêté la guerre. Eh bien, oui, s'ils ont arrêté, c'est qu'il y avait un problème. Le monde n'est pas stupide, il aurait vu, j'ai étudié. Quel est mon avis? Je comprends clairement ce qui fait avancer la science et le progrès, surtout dans le domaine militaire. Tout ce que nous utilisons aujourd'hui vient des militaires il y a 7 à 10 ans. Au début, tout cela est utilisé là-bas. Toutes les communications modernes, la technologie, même Internet, étaient à la base des technologies militaires pour la transmission. Puis, elle est venue au monde. Par exemple, les dirigeables sont apparus, ce sont eux qui ont conquis le ciel en premier, ils étaient les maîtres du ciel. Plus de 1000 appareils ont été fabriqués. Ils volaient partout dans le monde, faisaient des traversées transatlantiques. Oui, là c'est étrange. Tout à coup, l'un d'eux a brûlé en direct à la télévision et l'industrie a disparu. Oui, c'est étrange. En d'autres termes, le Titanic a coulé, mais les compagnies maritimes n'ont pas disparu pour autant. Un avion s'est écrasé, disparu. Le Concorde, il vole toujours. Oui, oui. La question est, pourquoi a-t-il pris feu? Il existe une théorie selon laquelle ce serait un incendie criminel causé par les concurrents, les avions, et voir cela, c'était vraiment insensé. Imagine, un dirigeable a brûlé à la télévision. Des gens sont morts. Le Superjet, c'était en direct. Il y en a eu quelques-uns, oui. Voilà, bon, d'accord. L'essentiel, c'est qu'il y avait un ciel paisible et il dominait, c'est-à-dire qu'il voguait, etc., etc. La guerre a commencé. Pendant la Première Guerre mondiale, ils ont participé activement à tout, et c'est ainsi que les ingénieurs ont créé des avions, notamment pour gagner. Les avions sont devenus plus dangereux que les dirigeables, car ces derniers sont énormes, lents, et n'importe quel petit avion peut les abattre. En temps de guerre, les dirigeables n'avaient donc aucun sens. Ils ont perdu leur utilité. Et je ne sais pas, enfin, c'est un peu étrange, non? Eh bien, il a perdu l'avion, mais la guerre était finie. Pourquoi ne les a-t-on pas rétablis? En fait, le dirigeable est un moyen de transport pour le temps de paix. C'est-à-dire que ne va pas vite, il a une grande capacité de charge, d'autres avantages, mais il est destiné à des usages non militaires. Il n'est pas le plus rapide, et à l'époque, il n'était pas compétitif pour des objectifs militaires. Voilà pourquoi je pense que, oui, un secteur a supplanté l'autre dans des conditions particulières, objectivement, car à l'époque, les gens ne se demandaient pas comment transporter efficacement des produits agricoles. Là-bas, le lendemain, soit on te tue, soit non, si tu as un avion. C'est pour ça que cela a eu une influence. Donc il n'y avait vraiment pas de mission spéciale de reconnaissance. J'ai lu des articles à ce sujet, selon lesquels, soi-disant, c'était une commande, que c'était vraiment un incendie criminel. Mais l'avenir, néanmoins, d'après ce que tu racontes, il existe, il renaît. Partout dans le monde. En faisant attention, quand tu fais la mise au point sur le rouge, tu ne vois que du rouge. Oui. Le monde entier et le gouvernement russe a chargé la Chine de développer les dirigeables. 4 grandes entreprises publiques travaillent sur les dirigeables et en Chine, ils lancent même des fusées dans l'espace, ils les élèvent sur des sondes, sortent des couches denses de l'atmosphère et les lancent, tu te rends compte? Autrement dit, la Chine se développe énormément. Il y en a aussi en Europe, il y en a en Amérique, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment à son apogée. En Russie, il y a une opportunité unique de créer des dirigeables modernes et technologiques, car depuis les années 40 ou 50, personne n'a vraiment reconstruit de dirigeable. C'est comme, par exemple, une voiture des années 40 et une voiture moderne, 4 roues, un moteur, c'est la même chose. Oui, mais il y a des nuances. Les matériaux sont différents, la sécurité est différente, la gestion, le confort, la qualité, tout est différent. En fait, tout est différent. Il n'y a donc aucune raison de ne pas faire la même chose avec les dirigeables. C'est génial, vraiment. Ça, c'est vraiment inspirant. Et tu dis que le projet a été traduit en combien de langues? 30, 50? Écoute, on a probablement une trentaine de groupes linguistiques, parce qu'une même langue est parlée dans de nombreux pays. Et la plus grande résonance, c'est en Russie, puis ensuite dans les pays d'Afrique. Ensuite l'Afrique. Y a-t-il un pays sur lequel tu comptais mais qui n'a pas répondu présent? Je ne sais pas, la Suède ou un autre pays? Tu sais comment ça se passe chez nous? On avait de bons résultats en Europe parce que là-bas les gens sont assez aisés financièrement, mais avec toutes ces histoires autour de les opérations militaires spéciales, tout s'est un peu calmé.
Le marché que je n'arrive pas encore à conquérir, c'est la Chine. Pourtant, là-bas, tout va très bien de ce point de vue. Là-bas, ils aiment la technologie, vraiment. Mais apparemment, nos mentalités ne se sont pas encore accordées. Oui, oui. D'accord. Sergueï, en bref, 5 raisons, ou peut-être plus. Pourquoi peut-on faire confiance à Aeronovi? Est-ce à cause de l'équipe de scientifiques, de tes projets? Pourquoi peut-on vraiment vous faire confiance? Eh bien, tout d'abord, nous avons un solide bagage. Oui, nous avons réalisé plusieurs projets internationaux technologiques d'envergure mondiale. Nous avons réuni la meilleure équipe de spécialistes, c'est-à-dire que tous ceux qui, en Union soviétique et en Russie, construisaient et exploitaient des dirigeables, ce sont tous des candidats en sciences techniques. Ils sont littéralement juste à côté. Oui, j'ai vu, en effet. Oui, Il y a des manuels, des plans oui, oui. à propos de Fitzrootz. Je sens un intérêt incroyable et vivant de la part des clients. J'ai vu de mes propres yeux le besoin de ce marché. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais de grandes entreprises viennent nous voir, nous donnent un cahier des charges, expliquent ce qu'elles veulent, combien elles vont commander, quel convoi, quand, etc. Donc il y a une demande pour tout cela. Deuxièmement, nous sommes totalement publics, nous sommes ouverts. Venez nous rendre visite, regardez, nous diffusons presque tout en direct. Vous pouvez venir voir, eh bien, nous avons déjà lancé le premier dirigeable, oui, donc c'est-à-dire vraiment une totale. Existe-t-il des risques qui pourraient, disons, potentiellement se réaliser et tout faire échouer? Ou bien le secteur a-t-il déjà tellement pris de l'ampleur que... Comment dire? Tu es entrepreneur, tu sais qu'il n'y a qu'une histoire sans risque. Elle viendra plus tard, à la fin. Tout le reste comporte des risques. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver si on réfléchit? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Il y a une question sérieuse d'autorisation dans ce domaine. Par exemple, lorsque nous faisons des essais avec le dirigeable, on nous dit, si vous le faites monter bien au-dessus des arbres, on l'abattra. Oui, Voilà ça. oui, comme un drone. En même temps, nous prévoyons aussi de travailler dans d'autres pays. Donc, même si ici, ce sera vraiment insoluble, nous avons des partenaires partout dans le monde. Nous prévoyons de travailler à l'échelle mondiale et ce sera ainsi. Je vois le problème des autorisations. Il n'y a pas de risque technologique. Donc, comment dire, il y a un risque si tous nos ingénieurs partaient en même temps dans ce monde. Mais cela aussi est très peu probable que cela arrive. Donc il y a les matériaux, il y a les technologies, il y a les gens, il y a la demande. Comme je l'ai dit, la question des autorisations reste un point d'interrogation. Tu sais, théoriquement, qu'est-ce qui pourrait faire échouer tout ça? Si un gros acteur débarque, par exemple, et rachète tout le monde chez moi, bien sûr, il dira numéro un, ou quelque chose du genre. En fait, ce genre de choses qui arrivent parfois. D'accord, très bien. Et comment peut-on vous suivre? Comment, disons, peut-on rejoindre le projet si on le souhaite? Où faut-il aller? Quelles sont les possibilités, disons, pour observer? Oui, tout, quoi, tout. Tout ce que nous faisons, c'est-à-dire, j'aimerais vraiment que, même si ce n'est pas mon premier projet, je le couvre de façon très active. J'aimerais que tes spectateurs, moi, toutes les personnes, les entrepreneurs qui regardent, voient cette méthode de financement et de création d'une grande entreprise, étape par étape, en direct et en toute transparence. C'est pourquoi nous sommes aussi publics que possible. Je ne vois pas comment l'être plus. Nous montrons comment nous travaillons, construisons, quels problèmes surgissent et comment nous les résolvons. On peut être spectateur, s'abonner à notre chaîne YouTube, Dirigeable de nouvelle génération. On peut aussi s'abonner à mon canal Telegram, regarder, simplement suivre ce qui se passe. Si ce que nous faisons vous plaît, vous aurez peut-être envie d'en faire partie, n'est-ce pas? Vous pouvez investir à partir de 50 $ et vous recevrez alors une petite part de cette organisation, devenant ainsi membre à part entière. Tu sais, je plaisante parfois en disant que nous tournons une série payante sur Netflix à laquelle on peut s'abonner pour 50 $ par mois. Et en gros, plus tu t'abonnes, plus il y a de chances que cette série ait une fin réussie. Oui, c'est génial. D'accord. Et la question finale, comment... Et nous, on a un dirigeable, actuellement, il y a 7500 investisseurs. C'est parce que j'ai lancé ce projet. Donc à l'heure actuelle, il y a 7500 personnes. 7500, c'est incroyable. Alors, le portrait type de l'investisseur, c'est un profil unique, disons, âge moyen, niveau d'études, ou bien ce sont des personnes très différentes?
Oui, alors moi, je regarde de temps en temps sur Yandex, Métrique et ainsi de suite. Notre profil type, c'est un homme de plus de 35 ans, ayant fait des études supérieures dans des spécialités d'ingénierie ou technique. Ça, c'est si on regarde les statistiques pour la Russie. On peut aussi observer les visages des gens quand il n'y avait pas de conférences, lors des conférences. J'étais au VTC. Oui, voilà, des adultes, des personnes adultes, oui, des personnes mûres, plutôt proches de la quarantaine. Des gens, tu sais, qui croient encore en quelque chose de bien, qui savent que c'est possible d'y arriver. Voilà, ils croient vraiment en cette école d'ingénierie soviétique, ce sont des romantiques, tu vois, des personnes qui n'ont pas encore perdu la foi qu'il est possible pour des gens de simplement s'unir sans attendre que quelqu'un d'autre fasse quelque chose, parce qu'en général, pour ce genre d'initiative, eh bien, c'est difficile à dire. Bon, là, tu es assis et tu vas construire une usine. De quoi parles-tu? Et croire que nous, enfin ici, à 10, pouvons nous mettre d'accord et faire quelque chose, ça, c'est difficile. C'est-à-dire, ce principe de collectivisme, ceux chez qui il ne s'est pas éteint, ils comprennent qu'ils peuvent participer à quelque chose de grand, même si ce n'est qu'un peu. Génial, génial. Eh bien, en principe, j'ai tout dit. Les amis, si ça vous intéresse, abonnez-vous au Telegram et à la chaîne YouTube du projet Aeronova. Je vous recommande au moins de suivre cette série passionnante et au mieux de soutenir tout un secteur. Oui, oui, nous sommes en train de créer un secteur. J'avoue que c'est encore un peu gênant pour moi, mais en réalité, nous sommes en train de créer une industrie de l'aérostation. C'est-à-dire que cela va entraîner énormément de choses derrière. Autrement dit, ce sera vraiment génial. Merci beaucoup, Sergueï. Bonne soirée. Au revoir à tous. N'oubliez pas les likes et les abonnements. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Nous lirons tout et répondrons à tout. À bientôt. Salut.